Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa dans le cadre de cette édition spéciale consacrée à l'actualité qui prévaut au Gabon. Le 18 décembre dernier, le gouvernement de la République, lors du Conseil des ministres, annonçait un projet de révision de la Constitution. 26 articles sont concernés par cette révision constitutionnelle. Il s'agit pour le gouvernement d'apporter des éléments de réponse par rapport à la problématique née au sujet de la vacance de pouvoir temporaire, mais également de consacrer le principe de la continuité de l'État. Évidemment, cette actualité est diversement appréciée dans le landerneau politique national. Le pouvoir en place, par le truchement notamment du parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais salue l'initiative de reformer la Constitution pour solidifier la démocratie et préserver le vivre ensemble. Quand l'opposition, elle, voit plutôt une forme de captation du pouvoir, une forme de monarchisation même du pouvoir. Et pour évoquer cette actualité brûlante, chaude dans notre pays, je reçois trois acteurs. Je reçois deux acteurs politiques, évidemment. Michel Filimdé, qui est secrétaire national du Parti démocratique gabonais chargé des arguments et de la riposte. Il a face à lui Paul-Marie Ngonjo, qui est membre de l'Union nationale, une formation politique de l'opposition dite radicale au Gabon. Et puis il y a également sur le plateau Jonathan Tuntum Ngom, qui va intervenir dans cette édition spéciale en sa qualité d'universitaire. Messieurs, bonsoir, merci d'être autour de la table. Je vous prie de prendre vos micros. Michel Filimdé et Jonathan Tuntum Ngom. Bonsoir donc à tous les trois d'avoir accepté l'invitation de Télé Africa pour que nous débattions de cette actualité relative à ce projet de réforme de la Constitution. L'onde de choc, si on peut parler d'onde de choc, est allée au-delà du Gabon, puisque même certains médias internationaux se sont saisis de cette actualité pour essayer d'en faire les choux gras. Michel Filimdé, je l'ai dit, au lendemain de l'annonce, via le communiqué final ayant sanctionné les travaux du Conseil des ministres du 18 décembre dernier, au lendemain donc, plusieurs voix se sont levées, notamment du côté de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence, pour saluer ce projet de réforme de la Constitution. Vous-même, on vous a vu dans certains plateaux pour vendre, si je puis le dire, ce projet, au mieux ce projet de réforme de la Constitution de la République gabonaise. L'opposition s'interroge sur l'intérêt et l'opportunité. L'opposition n'y voit aucun intérêt, aucune opportunité pour qu'il y ait cette réforme de la Constitution. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous partagez ce point de vue? Évidemment que je ne partage pas ce point de vue, parce que dans l'exposé des motifs que certainement qui va être fait devant les parlementaires lors du débat autour de l'examen de ce projet de révision, certainement les motivations, les raisons qui ont amené l'exécutif à proposer cette révision vont clairement être exposées. Mais déjà, on peut dire qu'il y a une question d'opportunité et de nécessité. Il y a environ 2 ans, le pays a frôlé le blocage institutionnel en raison d'une situation qui n'était pas prévue dans la Constitution. Bien que je parle de l'indisponibilité temporaire du chef de l'État, qui figurait déjà dans la Constitution de 1961 et qui ensuite a été retirée. Mais on s'est retrouvé dans ce cas de figure où la Cour constitutionnelle, dans ses missions d'interprétation de la Constitution et de régulateur de fonctionnement des institutions de l'État, de la République, a dû faire jurisprudence en prenant une décision qui a permis le bon fonctionnement, la continuité de l'État. Mais il va de soi. Évidemment, également, il y a le point concernant le renouvellement de l'Assemblée nationale, qui a également... Le Sénat, le renouvellement de l'Assemblée nationale, ouais. qui a également fait l'objet d'une décision de la Cour constitutionnelle. Mais le principe est que quand la Cour constitutionnelle légifère par jurisprudence, le constituant doit ensuite examiner cette décision de la Cour, l'approuver, donc la constitutionnaliser ensuite, ou ne pas la suivre. N'est-ce pas? On a eu là 2 décisions qui ont fait jurisprudence, qui ont permis aux institutions de continuer, et donc de renouveler notamment ce qui concerne la première chambre du Parlement, renouveler la Chambre des députés. Vous vous souvenez qu'à ce moment-là, suite à 2 prorogations successives, la Cour constitutionnelle avait décidé de dissoudre l'Assemblée nationale
et par voie de fait a fait tomber le gouvernement. Et donc, ces décisions devraient être évaluées, examinées par le Constituant. Étant donné que les deux chambres sont déjà nanties, installées, il était alors tout à fait opportun qu'elles examinent ces décisions-là. L'exécutif a fait une proposition qui va dans ce sens-là, qui fait partie donc de ce projet de réforme. Attendons de voir ce qu'en pensera la représentation nationale. Toujours est-il qu'en ce qui nous concerne, nous, le Parti démocratique gabonais, nous ne discutons pas l'opportunité de ces projets de loi. Nous en ressentons l'opportunité, la nécessité. Il fallait suppléer justement ces vides qui existent dans notre Constitution. Sur les autres sujets qui touchent notamment au mode de renouvellement du Sénat, notamment la possibilité pour le chef de l'État... Je voudrais qu'on aille de façon progressive, palier par palier, évidemment. Paul-Marie Ngonjou, Michel Philippe disait y voir une opportunité, évidemment, pour le parti au pouvoir. On se rappelle qu'au lendemain du 24 octobre 2018, puisque c'est cette date qui est quand même une date marquant l'accident vasculaire cérébral fait par le président de la République, évidemment, qui a occasionné cette indisponibilité du président de la République, indisponibilité temporaire. L'opposition était montée au créneau pour appeler à la vacance du pouvoir. L'opposition, une partie de la société civile. Aujourd'hui, le gouvernement fait une proposition de révision de la Constitution pour combler ce vide-là. Pourquoi vous estimez, vous, au niveau de l'opposition, qu'il n'y a aucune opportunité, alors qu'il y a 2 ans, vous avez même appelé à ce qu'il y ait une déclaration de la vacance du pouvoir? Bien. Merci pour l'invitation que vous me faites de venir en parler sur votre plateau. J'ai écouté nombre de choses qui se sont dites à ce sujet. Je viens d'écouter M. Nzé du PDG. Je dirais que c'est une bonne chose qu'enfin nous puissions parler, on va dire à visage découvert, du problème de la maladie de M. Ali Bongo Ondimba. C'est un être humain. Il a été accidenté sur le plan médical et il a doublé de sa qualité d'être humain. Il a la qualité de chef de l'État. En tant que chef de l'État, ce problème devait être traité de manière publique et sans tabou parce que c'est le fonctionnement de la République qui était en problème. Le PDG, le pouvoir, a fait en sorte que cette situation soit plutôt, on va dire, calfeutrée, qu'on n'en parle pas trop, parce qu'il n'y avait pas pour eux urgence à ce que nous puissions déclarer la vacance au pouvoir. La Cour constitutionnelle s'était fendue d'une décision après avoir été saisie par le Premier ministre en novembre 2018. S'était fendue donc la décision de l'indisponibilité temporaire. Nous étions montés au créneau à ce moment pour fustiger cette décision de la Cour constitutionnelle parce que nous estimions que c'était quelque chose qui avait été fait à mi-chemin de ce qui devait être fait. Aujourd'hui, enfin, on peut maintenant se réjouir de ce que le pouvoir lui-même, M. Ali Bongo, puisque c'est lui qui a l'initiative de la modification de la Constitution, qui fait part de ce qu'il faut maintenant traiter la question de l'indisponibilité du chef de l'État pour, je dirais, quelque cause que ce soit. Aujourd'hui, après l'annonce du communiqué final du Conseil des ministres, on nous parle donc de la modification de l'article 13, de la modification de l'article 4 et de 24 autres articles. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette modification de l'article 13 et de l'article 4. Et je souhaite que nous puissions en parler un peu plus dans le détail, parce que j'ai pu avoir la copie de la modification constitutionnelle, et je pense qu'il y a nombre de choses à dire par rapport à cela.
Michel Felimdé, Jonathan Tontongom, puisqu'on n'avait pas encore pris la parole justement sur cet aspect lié à finalement cette espèce d'élément de réponse apporté par le gouvernement, que souhaite apporter le gouvernement au travers de la modification de la Constitution, ce qui concerne justement la vacance temporaire, puisque ça n'existait pas. Comment vous réagissez? Est-ce que vous pensez que c'est une avancée, c'est une reculade? On fait du surplace? Non, mais moi je pense que le choix fait par le gouvernement de proposer une modification de la Constitution ne peut pas être considéré comme une reculade. Il n'y a pas de mal en soi de pouvoir réviser la Constitution si tant est qu'on constate qu'il y a des dysfonctionnements. Et des dysfonctionnements, il y en a eu. Même si vous me présentez aujourd'hui comme universitaire, mais je pense que lorsque ce problème s'est posé, j'étais moi-même membre du gouvernement. Et il a fallu que la Cour constitutionnelle prenne donc cette décision pour faire en sorte qu'il n'y ait pas dysfonctionnement au niveau du fonctionnement des institutions de la République, notamment au niveau du gouvernement. Avec la saisine en son temps du Premier ministre César Ngondé, qui avait demandé la décision à prendre à la Cour constitutionnelle et qui a fait en sorte que le vice-président de l'époque, M. Pierre-Claver Magara Moussavou, puisse présider un conseil des ministres. C'était donc un cas inédit. Donc en l'espèce, je ne pense pas qu'il y ait reculade ou bien qu'il y ait du surplace. Maintenant, on peut discuter sur le fond des modifications proposées, mais en tout cas, une modification a toujours sa raison d'être lorsqu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense que c'est ce qui a motivé le président de la République et le gouvernement d'être amenés à faire cette proposition de la loi fondamentale. Donc maintenant, il appartient aux acteurs politiques, à l'opinion, d'émettre des avis pour apporter des correctifs. C'est aussi cela la démocratie. Mais en soi, je ne pense pas qu'il y ait du surplace ou bien qu'il y ait une reculade. On propose des amendements au niveau de la Constitution pour qu'en cas de vacances temporaires, en cas de vacances temporaires de la présidence de la République, qu'il y ait quand même des personnalités qui assument les charges de l'État. En l'espèce, on ne peut pas apporter un jugement de valeur dépréciant cette proposition de modification de la Constitution. Maintenant, il y va de l'opinion émise par les uns et les autres au niveau du fond et de la forme de cette modification. Et je pense que nous en parlerons tout au long de cette émission. Avant de revenir à Michel Felimdé, je voudrais demander à Paul-Marie Gondju, puisque vous avez la proposition de modification de la Constitution et que vous faites une halte sur l'article 13 et l'article 4, je voudrais vous demander quelles sont les dispositions dans ce nouvel article 13, l'article 13 nouveau, qui vous indispose tant? Vous l'avez sous les yeux. Est-ce que vous pouvez nous partager votre inquiétude par rapport à ces nouvelles dispositions, ces nouvelles propositions qui sont faites en vue de pouvoir apporter soit un correctif? Comment vous vous ressentez justement? Écoutez, l'article 13 qui parle de l'empêchement temporaire, parce que c'est un nouvel article 13A, qui nous dit la chose suivante: en cas d'empêchement temporaire du président de la République, constaté par la Cour constitutionnelle, saisi par les bureaux des deux chambres du Parlement, statuant ensemble à la majorité des 2/3 de leurs membres, soit à leur propre initiative, soit à l'initiative du gouvernement, statuant à la majorité des 2/3 de ses membres, un collège composé du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale et du ministre de la Défense exerce provisoirement les fonctions du président de la République. Sous réserve de la validation par la Cour constitutionnelle de ces actes d'ordre législatif et réglementaire, ainsi que ceux portant sur l'application des dispositions des articles 20, 21, 25, 26, 70 et 89 de la Constitution, le collège qui assure l'intérim du président de la République est investi à titre temporaire de la plénitude des fonctions du président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 15, 18, 19, 23, 24 et 109 alinéa 1er de la Constitution. La saisine de la Cour constitutionnelle intervient dans les 3 mois de la survenance de l'empêchement temporaire du président de la République à exercer ses fonctions. Je voudrais déjà pouvoir arrêter là parce qu'il est un peu long. Je disais que ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir qu'on met en place un collège qui va désormais faire office de président de la République
Qui va assurer l'intérim. Qui va assurer l'intérim, mais en faisant office de président de la République, en lieu et place du président du Sénat, tel que c'était disposé dans la Constitution actuelle. Pour moi, c'est une gêne et c'est je dirais, c'est quelque chose de totalement rétrograde. Parce que nous remontons aux temps anciens du parti unique, où il y avait cette disposition qui a été mise en place en 1975, mais en 1979, on y faisait rentrer le ministre de la Défense. Du temps du parti unique, à la limite, on pouvait se permettre nombre de choses. On était en parti unique. On était, je dirais, dans un régime, je ne voudrais pas dire totalitaire, mais pas loin. Entre-temps, s'est passé la conférence nationale. 1991 est arrivé avec une nouvelle constitution que tout le monde a adoptée. Une constitution, je dirais, que les Gabonais ont appréciée, dans laquelle il était dit qu'en cas de vacance du pouvoir de la présidence de la République, c'est le président du Sénat qui... non, en 1991, c'était le président de l'Assemblée. C'était le président de l'Assemblée parce que le Sénat n'existait pas encore. Mais c'est après la mise en place du Sénat que c'est devenu la présidence du Sénat pour exercer les rôles de président de la République par intérim. Pourquoi mettre en place un collège? Pourquoi mettre en place un collège? Vraiment, je voudrais que vous me donniez une minute. Allez-y, vous avez la parole. J'ai dit lors de ma déclaration samedi que c'était pour moi quelque chose de rétrograde et qui laissait place à un manque de confiance au sein du pouvoir. Pour que nous sortions, pour que nous ajoutions au président du Sénat, le président de l'Assemblée et le ministre de la Défense. Je disais, quid du Premier ministre? Vous savez, ce qui est assez marrant dans cette disposition, et c'est pour ça que je me pose la question, est-ce que ce sont des constitutionnalistes qui ont écrit cette proposition de modification de la Constitution? Je doute. Pourquoi? Parce qu'on y fait rentrer le ministre de la Défense. Vous savez que dans la Constitution, lorsque, en cas de vacance de pouvoir et que le président par intérim prête serment, le gouvernement tombe. Comme après chaque élection législative, n'est-ce pas? Le gouvernement tombe. Donc, le président qui vient, le président par intérim, nomme un nouveau Premier ministre. Ça l'a été en 2009, lorsque Mme Francine Rogombe a pris ses fonctions, elle a nommé un nouveau Premier ministre. Donc, dans ce cas d'espèce, le président de la République par intérim, c'est-à-dire le collège, va prêter serment et le gouvernement va tomber, dans lequel il y a le ministre de la Défense. Et ce collège va nommer un nouveau Premier ministre. C'est-à-dire que le ministre de la Défense qui est dans ce collège, lui, va participer à la nomination du Premier ministre. Et le Premier ministre, puisque ce sont ses prérogatives, va proposer au président de la République, donc au collège qui assure l'intérim, la nomination de ministre dans lequel il y aura ce ministre de la Défense. Donc, est-ce que vous voyez un peu l'incongruité? C'est-à-dire que le ministre de la Défense qui va faire tomber le gouvernement, parce qu'il aura prêté serment avec les autres, le Premier ministre qui va être nommé par lui, ministre de la Défense, en tant qu'autorité intérimaire du président de la République, et le Premier ministre, lui, va le proposer pour qu'il puisse rester dans le collège du président de la République. Donc, je me demande si réellement ce sont des constitutionnalistes qui écrivent ce genre de choses, parce que c'est tout à fait anormal. Michel Filimdze, on voit bien qu'on n'est pas dans un cas de figure historique ou révolutionnaire, puisque ça avait déjà existé, comme l'a si bien rappelé Paul-Marie Ngonjou, cette proposition de modification par rapport à la mise en place de ce triumvirat ou de ce collège-là qui viendrait assurer l'intérim du président de la République. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on va introduire dans la Constitution de la République gabonaise cette disposition-là, mais au regard de ce que l'opposition considère comme étant des incongruités. Qu'en dites-vous? Attendez, je crois que M. Ngonjou fait une lecture un peu biaisée de ce qui s'est passé en 2009. Vous vous souviendrez qu'en 2009, il y a eu des frictions au sein du gouvernement à l'arrivée de Mme Rose Francine Rogombe.
il y avait le titulaire du ministère de la Défense à qui il avait été demandé que ou vous êtes candidat et vous démissionnez de votre poste de ministre de la Défense, ou vous ne l'êtes pas. Le Premier ministre de l'époque également a fait manifestation de candidature. Et ce n'est que devant cette situation qu'il a fallu réajuster le gouvernement qui n'a pas véritablement changé. En réalité, les dispositions qui accompagnent l'intérim lors de la vacance de pouvoir disposent que le gouvernement et le président intérimaire ne démet pas le gouvernement. Il ne démet pas le gouvernement. Il ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Il ne peut pas signer des traités internationaux. Il ne peut pas, par exemple, agréer ou bien nommer de nouveaux ambassadeurs. Ben, je veux dire qu'il y a tout un ensemble de dispositions qui accompagnent et qui encadrent justement cette transition, je me rappelle, cette période intérimaire, qui partent de l'impossibilité pour le président intérimaire de démettre le gouvernement. Cela est écrit dans la Constitution actuelle. Ce qui s'est passé en 2009, ce sont les concours de circonstances, justement. Tout ce qui est humain est perfectible, ou parfois imprévisible. Nous savons tous ce qui s'est passé. Certains membres du gouvernement qui avaient déclaré leur intention d'être candidats et qui avaient créé de la gêne. Cela dit, pour répondre à la première partie de l'objection de M. Ngonzou, je comprend parfaitement son étonnement, sa gêne devant la situation, tout en reconnaissant que ça a déjà existé à l'époque du parti unique dans notre pays. Nous n'en ferons pas une référence. Mais qu'est-ce qui gêne au fond dans le triumvirat? À défaut, enfin, si on fait exemption du ministre de la Défense, qu'est-ce qui gêne? Mais pourquoi on devait faire exemption du ministre de la Défense? Non, mais je parle déjà du principe le principe de triumvirat déjà pose problème. C'est-à-dire, pourquoi pas une seule personne, pourquoi trois? Je pense que tout simplement, quand on dit généralement une seule personne peut se tromper, une seule personne peut être accusée de parti pris, on ne le dit pas, les livres d'histoire ne l'ont pas retenu, mais Mme Rose Francine Logombe a été accusée de tout. D'avoir cédé aux pressions du pouvoir, du camp du pouvoir, d'avoir facilité certaines choses. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, cette réforme-là, il faut la regarder, c'est vrai dans le contexte actuel, mais également dans une perspective longue. Il est possible que demain, le Sénat soit à l'opposition, la majorité de l'Assemblée nationale soit au pouvoir. Je pense que c'est un gage de consensus et d'impartialité, de sorte que les gens soient obligés de se mettre d'accord sur un point. Maintenant, parlons du ministre de la Défense. Usons du principe de réalité dans nos latitudes. Vous savez bien que le ministre de la Défense est le patron des armées. Toujours en 2009, nous avions assisté à une sorte de querelle entre l'opposition et le pouvoir, s'agissant des décisions prises par le ministre de la Défense de l'époque qui avait décidé la fermeture de toutes les frontières du pays. Nous savons également l'impact d'un ministre de la Défense dans une période aussi exceptionnelle. Dans nos latitudes, j'entends, en étant réaliste. Il vaut mieux que le ministre de la Défense fasse partie du triumvirat, qu'il soit partie dans les décisions qui sont prises, plutôt qu'il en soit exclu et que, en l'occurrence, on y en ait à redouter qu'il y ait des velléités de ce côté-là. Surtout qu'en cette période, il y a l'inamovibilité plus ou moins relative des ministres à leur poste, à leur fonction. Jonathan Toutoum, est-ce qu'on peut s'interroger sur ce qui pourrait être l'ordre protocolaire par rapport à la mise en application de ce collège qui devrait assurer l'intérim du président de la République ou même en cas de vacances temporaires, sachant qu'il y a un Premier ministre? Protocolairement, comment ça pourrait se passer? Est-ce que là, on peut parler d'incongruité? Monsieur Pombo, oui. Je crois que vous ne pourrez pas laisser achever sur la question de cette question de préséance avec le Premier ministre. Allez-y alors, Jonathan. Très rapidement. Ouais. Le Premier ministre, c'est le gouvernement. À moins qu'on veuille créer une confusion totale au sommet de l'État, on ne peut pas mettre le Premier ministre qui, en même temps, qui est le gouvernement dans ce triumvirat. Elle jouit d'une inamovibilité avec son équipe gouvernementale, mais on ne peut pas en même temps
l'associer à la décision qu'elle est chargée d'appliquer. Je pense que le Premier ministre est bien là où il est, dans l'exécution des décisions qui sont prises et qui sont tout à fait bien encadrées par la Constitution. Je pense qu'on ne peut pas parler de question de préséance entre le Premier ministre, qui est le gouvernement, et le ministre de la Défense, qui fait partie du triumvirat. Est-ce que vous partagez ce point de vue, Jonathan Toutoum? J'en arrive. Je voudrais resituer quelque chose sur le plan du contexte historique. En 2009, lorsque nous avons connu une transition, effectivement, il n'y avait pas eu de dissolution du gouvernement. Madame Rose Francine Rogombe avait prêté serment le 10 juin 2009 et il a fallu attendre la fin des obsèques d'Omar Bongo pour qu'on arrive au remaniement du gouvernement. C'est à ce moment-là qu'il y a eu remaniement du gouvernement et non un changement de gouvernement. Il n'y avait pas eu changement de gouvernement, il y a eu remaniement, mais après les obsèques d'Omar Bongo. Mais ceci dit en passant, par rapport à la question de la préséance, je dois reconnaître que, à tort ou à raison, une certaine opinion s'interroge quand même sur la question de la pratique et de l'influence politique. Nous observons la mise en place de ce collège devant assumer les charges, l'intérim du chef de l'État en cas d'empêchement, temporaire ou définitif. Eh bien, et comme l'a dit tout à l'heure Paul-Marie, c'est vrai, nous nous interrogeons, l'opinion s'interroge. Je dis bien à tort ou à raison. Vous avez le président du Sénat, vous avez le président de l'Assemblée. C'est déjà trop pour exercer le pouvoir du président de la République. Et vous avez le ministre de la Défense. La question qui se pose, c'est d'abord la question de l'influence politique qu'il y a. Quelle est la place du Premier ministre face à son ministre de la Défense? Première question. Quelle est la place du Premier ministre face à son ministre de la Défense, qui, en fait, devient politiquement plus fort et plus puissant que l'autre? Mais nous savons que dans le contexte sécuritaire, c'est celui qui est détenteur de la force publique qui commande. Et de ce point de vue, il faut en tirer les conséquences qui s'imposent. Nous posons encore une autre question. Nous avons dans notre Constitution l'existence d'un vice-président de la République. Il y a une alternative. Si le vice-président de la République a été prévu par la Constitution, le poste doit être pourvu. Et que le vice-président qui est nommé entre dans ce collège, parce que le nom est évocateur. Vice-président de la République, ça veut dire qu'il supplée le président de la République dans les prérogatives qu'on veut bien lui accorder. Et maintenant, si ce poste n'a plus d'importance, qu'on propose aussi sa suppression au niveau de la Constitution. On ne peut pas avoir une disposition constitutionnelle qui ne soit pas appliquée. Là, on est donc en violation de la Constitution. Si on garde un poste qui n'est pas pourvu, deux, qui ne joue pas son rôle, pourquoi le garder? Et ensuite arrive la question donc du Premier ministre. Le Premier ministre est chef du gouvernement. Et il a son ministre de la Défense qui siège dans le collège qui dirige l'État, qui finalement dirige l'autre. Voilà le point d'interrogation. Qui commande l'autre dans ce cas d'espèce? C'est le premier chef du gouvernement ou le ministre de la Défense, détenteur des leviers sécuritaires de l'État, donc à même capable d'influencer la décision qui peut être prise par les trois. Et enfin, je termine par là, en disant ceci. Même si Michel et moi, nous étions au dialogue d'Agondje, je sais qu'il y a eu une séparation nette au niveau de l'exécutif. Jusque-là, les anciennes constitutions, l'exécutif était partagé par deux personnes. D'abord le président de la République et puis le Premier ministre chef du gouvernement. Mais maintenant, c'est vrai, la Constitution ne le dit plus, le président de la République est le seul chef de l'exécutif aujourd'hui. Mais dans la pratique politique, dans la pratique du pouvoir, on sait qu'il y a deux fortes personnalités à la tête de l'État. Il y a le président de la République d'abord, le chef de l'État, il y a le Premier ministre chef du gouvernement. Et donc je pense qu'un tel collège qui n'enregistre pas la présence du chef du gouvernement, ça peut paraître quand même gênant. Même si on précise qu'on est là dans le cadre d'une situation transitoire, de transition, d'intérim, on ne s'inscrit pas dans la durée. Donc, encore faudra-t-il définir cette période transitaire. Paul-Marie Ngonjou, quid justement vous de votre réaction par rapport au point soulevé par Jonathan Toutoum en ce qui concerne la fonction de vice-président de la République? Vous considérez aujourd'hui que c'est un factotum, une coquille vide? Ben, écoutez, moi je veux plutôt, si vous me permettez, revenir sur la question du Premier ministre. Oui.
À l'époque où cette disposition existait, le Premier ministre était dans le collège. Parce que, par rapport à ce que disait tout à l'heure Jonathan Dontoum, la logique voulait que le Premier ministre, qui est chef du gouvernement, donc qui dispose donc du gouvernement et de l'administration, soit dans le collège qui assurait l'intérim du chef de l'État en cas de vacances. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. Et c'est totalement incongru, je reprends le mot, d'avoir son ministre de la Défense qui est devenu son chef, parce que ce sera son chef, puisque c'est le Premier ministre, c'est le président de la République dans la constitution gabonaise de l'heure, qui est le seul détenteur du pouvoir exécutif, détenteur suprême du pouvoir exécutif. Donc, puisqu'ils sont trois à le partager dans la proposition qui est faite par M. Ali Bongo Ondimba, le président du Sénat, le président de l'Assemblée et le ministre de la Défense vont être le chef du gouvernement, n'est-ce pas? Parce que ce sont eux qui vont le nommer. Donc, aujourd'hui, comment peut-on l'expliquer si ce n'est que de dire c'est totalement anormal et assez à se demander où va-t-on avec une telle constitution. Mais pour précision, oui, le ministre de la Défense est le ministre de la Défense, il est celui qui a la tutelle des armées. Mais rappelons-nous quand même que le chef de l'État est chef suprême des armées. Il dispose donc des forces armées. Le chef du gouvernement est chef du gouvernement, il dispose de l'administration et des forces de sécurité et de défense. C'est la Constitution. Donc, en tant que responsable premier de l'administration et disposant des forces de sécurité et de défense, c'est le Premier ministre qui a prééminence et pas le ministre de la Défense. Je passe dessus. Et pour donner la précision à M. Philippe Nzé, non. Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas parlé de démettre le gouvernement. C'est une disposition de la Constitution qui nous dit la chose suivante, c'est l'article 34 de la Constitution. Les fonctions du gouvernement cessent à l'issue de la prestation de serment du président de la République, de la proclamation des résultats des élections législatives par la Cour constitutionnelle et en cas de vacances de la présidence de la République, pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement définitif du président de la République. Les fonctions du gouvernement cessent. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. À ce moment-là, les fonctions de ce gouvernement vont cesser. Celui qui est ministre de la Défense et qui est dans ce triumvirat ne sera plus normalement ministre de la Défense. Mais lui va nommer un Premier ministre. Et ce Premier ministre va le proposer à nomination. Donc, vraiment, je pense que de manière générale, ce qu'il faut dire de cette Constitution, de cette proposition de Constitution, elle ne peut pas être telle qu'elle est proposée ainsi. C'est mettre le désordre dans le fonctionnement régulier de l'État. C'est vraiment le désordre qu'on met parce que aujourd'hui, les fonctions de président de la République reposent sur un homme. C'est lui qui a la décision. C'est lui qui est responsable devant les institutions, devant le peuple. Donner cette responsabilité à 3 personnes qui doivent décider entre eux à voter pour prendre une décision, pour la faire valider par la Cour constitutionnelle, est-ce que vous voyez un peu le désordre que cela pourrait créer, la lenteur dans la décision et autres? C'est dangereux pour le Gabon. Michel Philippe, on rappelle évidemment qu'on est dans le cadre d'une proposition de réforme de la Constitution. Ensuite, que le texte doit aller au Parlement, au Sénat, à l'Assemblée nationale, avant que la Cour constitutionnelle ne lui donne un caractère définitif en termes de constitutionnalité, évidemment, des lois qui sont proposées. Vous pensez que des amendements peuvent être faits au niveau de l'Assemblée nationale sur ces questions-là, de modification Ça ne s'avance pas, évidemment, mais qu'en pensez-vous? Ben évidemment, c'est le principe même justement du jeu parlementaire. Que le projet de loi vienne du pouvoir, les députés qui sont issus du pouvoir vont enrichir le texte, apporter des améliorations pour le rendre apte à être accepté par l'ensemble ou la majorité justement de leurs collègues et de l'opinion. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse dire que ça va passer comme lettre à la poste. Il y aura un débat
autour de ce texte-là, visant à l'améliorer et à répondre à la préoccupation de son initiateur. L'idée ici, dans ce triumvirat, ce n'est pas de mettre la confusion justement dans cette période intérimaire. C'est de donner un caractère impartial, le gage d'un consensus au sommet de l'État dans cette période exceptionnelle. Il s'agira pour les uns de dire le président de l'Assemblée nationale a sa façon de percevoir la chose. Si c'est ça qui gêne, je comprends bien. Éviter la concentration de pouvoir par une seule personnalité pendant une période de transition qui peut être... on l'a vu, comment la transition de 2009 avait été interprétée diversement. Des deux côtés de l'échiquier politique, certains ont pensé que Mme Rose Francine Logombe n'a pas fait son travail comme il se le devait. Elle devait le faire. Ah bon? Oui. Ah bon? Certains ont pensé qu'elle était beaucoup plus, qu'elle a cédé aux pressions du camp du pouvoir. Je l'ai entendu personnellement parce que je participais au débat. Il a été fait des reproches à cette dame, cette vénérable dame, paix à son âme, qu'elle n'a pas été à la hauteur, qu'elle a cédé, qu'elle était aux ordres. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui... C'est grave de le dire aujourd'hui. Mais non, mais ce n'est pas grave de le dire. Non, enfin, il est bon de le rappeler. Je préfère quand même dire que c'est un membre du PDG qui parle de Mme Rogomé, qui était membre du PDG, dire qu'elle a mal fait son travail. Mais je ne dis pas qu'elle a mal fait. Je rapporte ce qui se disait. Mais ça me surprend, parce que nous qui sommes de l'opposition, nous avons vu les choses différemment. Vous n'allez pas faire l'autruche aujourd'hui en disant qu'à ce moment-là, l'opposition n'a pas rué dans les brancards. Je pense que Mme Rose Francine Logombe, ce n'était pas le grand amour avec l'opposition à cette époque-là. On lui a prêté tellement de choses, d'intentions, qu'elle était soumise... Donc vous estimez que la mise en place, la proposition de la mise en place de ce collège... Mme Rogomé, ce qui lui a été demandé en 2009, c'était de proroger la période d'organisation des élections. On lui demandait de faire des élections on lui demandait 90 jours. En allant au-delà. On lui demandait 90 jours parce que nous estimions que nous n'étions pas prêts à aller à cette élection à ce moment-là. Pendant les 45 jours qui étaient définis par la Constitution. Mais que la possibilité était de pouvoir même rajouter même 35 jours de plus. Mais ce qui n'a pas été fait. Mais je dirais que c'est un problème qui est mineur. Dans la mesure où elle a fait son travail normalement en tant qu'intérimaire. On ne peut pas lui jeter la pierre aujourd'hui. Ce qui me plaît, c'est cette capacité de reversement de l'histoire. Non, pas de l'histoire, de nos amis de l'opposition. Aujourd'hui, pour les besoins de la cause, on trouve que Mme Rose Francine Logombe a bien fait son travail. Ce n'était pas le même son de cloche à ce moment-là. Et même je crois savoir que Mme... Parce que l'opposition estime qu'elle a mis en place... Marie-Madeleine Borancho, présidente de la Cour constitutionnelle... Je ne crois pas qu'il y avait que ça comme grief. Mme Borancho avait plutôt reconnu le bon travail de Mme Rogombe. Oui, mais ce n'est pas l'objet du débat. L'objet n'est pas que moi je décerne un bon point à Mme Rose Francine Logombe, paix à son âme, à la défunte. Moi, je dis, témoin de l'histoire, je rapporte les divergences. Les incriminations faites par l'opposition. Et moi, je pense que l'opinion en a été témoin. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, qu'il y a un triumvirat ou qu'il y a un seul homme, ne me paraît pas véritablement un point de divergence fondamentale. La question fondamentale qui a été soulevée tout à l'heure, c'est cette question de préséance, à mon avis. Qui a soulevé le docteur Jonathan Toutou, mais qui a bien soulevé M. Paul Maringondou. Mais est-ce qu'il peut y avoir des amendements à ce niveau, vous pensez, au niveau du Parlement? Je ne suis pas parlementaire, je suis membre de la direction, du directoire à l'expérience, avec l'expérience que vous avez, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir des amendements? Écoutez, vous savez, ce n'est qu'un projet qui doit être discuté, et quand il y a discussion, il y a possibilité d'amender. Moi, ce que je sais, c'est que le principe de triumvirat n'est pas mauvais en soi, parce que on dit une personne peut se tromper, deux personnes, c'est trois, ils peuvent peut-être trouver la bonne formule, prendre la bonne décision par consensus. Si ça paraît lourd, on verra bien ce qu'en penseront nos collègues, nos amis parlementaires. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, on doive vouer aux gémonies cette réforme, le fait qu'il y ait un triumvirat. Là, ça ne devait pas être un facteur bloquant. Jonathan Toutoum, il y a évidemment, on a beaucoup parlé, on parle beaucoup de l'article 13, il y a d'autres dispositions en ce qui concerne cette réforme de la Constitution, notamment de la retraite du président de la République proposée, les propositions qui sont faites, c'est de ne pas poursuivre le chef de l'État après l'exercice de ses fonctions. L'opposition parle
que c'est une façon pour le pouvoir de consacrer au chef de l'État une immunité à vie. Qu'en pensez-vous? Non, mais je pense que quand on mène des réflexions sur la question de l'alternance au niveau des pays africains, je pense que nous avons toujours évoqué le fait de ne pas souvent sécuriser ceux qui ont assumé les plus hautes charges de l'État. Et ça peut être un des facteurs bloquants de l'alternance. Et je pense que le président de la République, pour des faits qui auront été commis lorsqu'il a été en fonction, ce n'est pas en tant que tel une mauvaise chose en soi que de sécuriser les personnes qui ont exercé les fonctions de chef de l'État. Sécuriser ou dédouaner? Non, complètement de la gestion de l'État je ne pense pas qu'il s'agit de... Non, je ne pense pas de dédouaner, je pense de sécuriser. Il aura assuré ses charges de ses fonctions de président de la République. Moi, je pense qu'à ce niveau, si nous voulons que les alternances se déroulent en Afrique, il faut qu'il y ait aussi des garanties pour ceux qui ont assumé les plus hautes charges de l'État, lorsque, surtout, ces charges-là n'ont pas porté atteinte aux droits de l'homme et bien d'autres aspects. Et je pense qu'à ce niveau, le législateur verra ce qu'il faut conserver et ce qu'il ne faut pas conserver. Mais je doute fort qu'une proposition ou un projet de loi qui va à l'Assemblée, qui ne soit pas adopté en des termes identiques, même s'il y a des débats. On a rarement vu nos parlementaires apporter des amendements quand il s'agit de textes d'une aussi grande importance. J'ai peur que ce texte ne soit adopté en des termes identiques, et c'est cela la faiblesse de nos parlementaires qui ne vont pas à l'initiative alors qu'il y a des correctifs à y apporter. Paul-Marie Godjo, sur l'aspect lié justement au fait qu'on introduise dans la Constitution cette réforme assurant au président de la République une retraite paisible, va-t-on dire, sans qu'il y ait une possibilité de pouvoir qu'il ne soit poursuivi par le droit, par la loi, si jamais on lui reconnaissait des griefs. Qu'en pensez-vous? Écoutez, ce n'est pas, le Gabon ne fera pas, en la matière, le Gabon ne fera pas jurisprudence. Ce sont des dispositions qui existent dans certains pays, même en Europe. La différence, c'est qu'en Europe, ou dans certains autres pays africains, le président peut être poursuivi pour des actes délictueux qu'il aurait commis dans l'exercice de ses fonctions, mais qu'il ne devait pas faire. Parce que nous avons tous nous savons tous ce qui se passe en France actuellement avec le cas de M. Nicolas Sarkozy, qui est poursuivi pour des problèmes d'écoute, de transfert, enfin de fonds et autres, parce que ce n'est pas le rôle du président de la République. C'est pour ça qu'il faut emmener les chefs d'État à une meilleure gestion de leur passage au pouvoir, à un meilleur respect de la règle de droit. Et s'il y a cette disposition au Gabon, je voudrais dire la chose suivante. Le faire, pour moi, n'enlèvera rien à ce que les Gabonais penseront du magistère de M. Ali Bongo Ondimba. Si on le fait, c'est qu'il y a un problème. Et s'il y a un problème, moi je pense qu'on pourrait lui éviter effectivement la prison. Mais la prison, elle est dans la tête de chacun de nous lorsqu'on a commis des actes répréhensibles. Et en l'espèce, je dirais à M. Ali Bongo Ondimba de demander pardon aux Gabonais. De demander pardon aux Gabonais pour tous les actes qu'il aurait pu commettre dans l'exercice de ses fonctions et qui auront blessé gravement les Gabonais dans leur chair. Il pourra tranquillement, il pourra partir et avoir au moins l'esprit qu'il aura demandé pardon. Ce sera une prison au moins, plutôt que de faire des choses de ce genre qui n'enlèvent strictement rien à ce que les Gabonais peuvent avoir l'esprit de ce qui se sera fait au cours de son magistère. Michel Philippe, ouais. Une précision. Ouais. Peut-être que Paul-Marie va m'excuser un tout petit peu, mais je pense qu'une constitution n'est pas faite à titre personnel pour un individu. Une constitution, c'est l'ensemble. Ça signifie que vous, en se présentant à l'élection présidentielle,
en tant que candidat de l'Union nationale. Je pense que cette disposition, si vous êtes élu président de la République, peut aussi vous concerner. En l'espèce, je veux dire que cette proposition de modification de Constitution ne concerne pas seulement la personne d'Ali Bongo. La loi n'est pas personnelle. Donc, c'est une Constitution de la République. Si elle est adoptée, concerne aussi bien Ali Bongo, qui est chef de l'État aujourd'hui, et peut concerner M. Paul-Marie Gondjout demain, s'il est président de la République. Non, mais c'est ce que je disais, c'est parce qu'il n'y a pas qu'au Gabon. Je dis, le Gabon ne fait pas jurisprudence en l'espèce. Michel Philippe. Et ce n'est pas M. Ali Bongo qui l'a mis, cet article. Michel C'est déjà du temps de M. Omar Bongo. D'accord. Il y a dans ce projet de réforme également... Non, je voulais quand même répondre à M. Gondjout par rapport au pardon. Je voulais dire qu'il a beaucoup de prétentions de dire ça. Il n'appartient pas à M. Paul-Marie Gondjout, fût-il membre de l'Union nationale, de dire à M. le président de la République du Gabon, il faut demander pardon aux Gabonais. Les Gabonais sont souverains s'ils détiennent la souveraineté du pouvoir. Et chaque président, que s'il s'agisse du président Ali Bongo Ondimba et de celui qui le suivra à ce poste, tous ils savent qu'ils ont des comptes à rendre à leurs concitoyens. On n'a pas besoin de M. Paul-Marie Gondjout pour venir demander à M. sur ce plateau, vous devez demander pardon. Vous avez des choses à reprocher au président Ali Bongo, ben vous le lui dites. Vous êtes un acteur politique. Ce n'est pas à l'occasion d'une révision de la Constitution que vous prenez une disposition pour dire qu'il faut que vous demandiez pardon aux Gabonais. Parce que si vous en avez, vous, mais dites-le lui. Alors, on n'est pas ici pour ça, parce que sinon, on a beaucoup de choses à dire aussi. Mais dites ce que... mais dites ce que vous avez à dire. Vous êtes un Gondjout, moi, je dis... Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que vous êtes exempt de tout reproche. Restons dans le débat. Restons dans le débat. Non, attendez. Je voudrais bien qu'on reste entre très bonnes personnes. Il est important qu'on reste dans le débat pour éviter qu'on s'éloigne. Non, je voudrais dire que ici, ce n'est pas des questions personnelles. Mais bien sûr. Non, mais attendez. Attendez, je vous reviens. Vous êtes déporté sur des questions personnelles. Un instant. Non. Monsieur Ali Bongo Ondimba, jusqu'à preuve du contraire, est président de la République. Il est président de la République. Il détient ce mandat théoriquement du peuple gabonais, qui lui exerce la souveraineté directement ou indirectement, et indirectement par les institutions dont fait partie M. Ali Bongo Ondimba. Donc, par conséquent, pour tout ce que les Gabonais auraient pu souffrir dans leur chair, pendant l'exercice de M. Ali Bongo Ondimba, lui dire qu'il peut et qu'il doit demander pardon pour ceux qui auraient pu faire de mal au peuple gabonais, en quoi cela est un mal? En quoi cela est un mal? Le fait que vous le disiez, c'est justement là la question. Ce n'est pas Paul-Marie Gondjout parce que c'est Paul-Marie Gondjout. Je suis citoyen gabonais. Et en cette qualité, l'incongruité de la chose se trouve là, justement. Bon, parce que la Constitution, il y a des canaux qui existent pour ça. Il y a des canaux qui existent pour régler des litiges. Il y a des comptes à rendre à Michel son pays. Il y a des canaux qui existent pour régler ce type de litige. Hein. On voit que c'est pas litige. Hein. C'est juste moral. Dans le projet de réforme, je voulais juste préciser. Dans le projet de... On pourrait le mettre dans la Constitution, la demande du pardon. Répondre un peu à une partie de l'intervention de M. Gondjout qui faisait justement noter, faisait remarquer que justement cette impunité accordée à l'ancien président de la République, aux anciens présidents de la République, sur la base de cette révision de la Constitution. Après qu'il a assumé ses charges. Non seulement ne concerne pas la personne de M. Ali Bongo seul, comme l'a fait noter M. le docteur Jonathan Toutoum, mais aussi parce que ça ne concerne pas, ne recouvre pas les questions, les accusations frauduleuses, sur les questions frauduleuses, des comportements frauduleux. La Constitution actuelle le dit. Notre Constitution, le président de la République peut être jugé par la haute cour de justice. Voilà, c'est prévu, oui. Voilà, en cas de faute grave par rapport à son serment. Par rapport à son serment. Trahison et tutti quanti. Mais là, nous parlons pas justement des délits, des questions délictuelles qui ne ressortent pas des compétences ou des missions ou de la responsabilité du président de la République. Cette impunité-là, ce n'est pas celle qui est proposée dans ce projet de révision de la Constitution. Il faut qu'on se comprenne bien. Ouais. Il ne s'agit pas justement des questions qui sont des questions délictueuses. Ces questions ne sont pas couvertes par cette impunité. Cela n'est pas dit là-dedans.
Jonathan Toutoum avait un regard en tant qu'universitaire et spécialiste des questions de géopolitique, de géostratégie, évoquait justement la nécessité pour les gouvernements africains de pouvoir peut-être aller dans ce sens-là pour favoriser l'alternance. C'est-à-dire que si un chef d'État qui est au pouvoir sait qu'il ne fera peut-être pas l'objet d'une cabale qui sera lancée contre lui après qu'il ait assumé ses charges, il serait peut-être plus enclin à passer la main. Oui, nous avons le cas en Angola de Eduardo dos Santos, nous avons le cas du président mauritanien, nous avons eu le cas d'autres présidents. Si Yaya Jammeh a voulu se maintenir au pouvoir malgré sa défaite aux élections, c'est parce que son successeur avait déjà annoncé qu'il le livrerait à la CPI. Donc moi je pense que pour favoriser la question des alternances, il y a un minimum à garantir la sécurité des anciens chefs d'État, toute chose qui peut favoriser l'alternance. Mais ça ne veut pas dire qu'on les dédouane de tous les faits qu'ils auront commis. Mais au moins, des faits qui relèvent de leurs fonctions, il n'y a pas nécessité à les poursuivre parce que cela participe de la garantie de l'alternance au niveau des pays africains. Et c'est ce qu'on reproche aux pays africains de ne pas souvent garantir une certaine immunité aux anciens chefs d'État. Et ces derniers, ceux qui sont en place aujourd'hui, sont obligés de vouloir se maintenir au pouvoir coûte que coûte parce qu'ils ne savent pas des lendemains qui leur seraient réservés une fois la perte du pouvoir. On le dit gentiment à propos du cas de Donald Trump qui va devoir faire face à beaucoup de poursuites, parfois dans d'autres questions qui ne relèvent pas de sa mission, de sa fonction présidentielle. Il a des problèmes autres que les questions qui relèvent de sa fonction présidentielle, qui sont des questions liées à ses activités d'homme d'affaires, des questions avec le fisc et consorts. Mais justement, certains gentiment, ou peut-être pour rire, disent que Donald Trump n'a pas l'intention de céder le pouvoir parce qu'il serait très vite, il se retrouvera devant les tribunaux. Je pense que cette question-là n'est pas à négliger. Mais je ne veux pas dire que c'est ça qui a été la motivation première de cette révision. Parce que cette révision de la Constitution, comme l'a si bien dit le docteur Jonathan Toutoum, elle n'est pas faite pour le président Ali Bongo Ondimba. Les autres aspects de cette réforme que j'aimerais que nous abordions avant que le temps qu'il soit imparti ne s'achève. Comme la réforme relative à la nomination. Nous permettrons par exemple de mettre en valeur des avancées qu'il y a dans ce projet de réforme. Sur ce point rapidement, je pense qu'il faut que les choses soient claires. Cette réforme, elle n'est pas faite, du moins, cette disposition n'est pas faite que pour un homme, puisqu'elle a préexisté au chef de l'État actuel. Elle a préexisté à ce chef de l'État. Le fond de l'affaire, c'est quoi? C'est que nous demandions à nos hommes d'État d'avoir une gestion plus rigoureuse de l'État, enfin du pouvoir. Ils sont face à des tentations, ils sont face parfois à des problèmes urgents à régler où, à la marge, ils peuvent se permettre un certain nombre de choses. Mais ça, c'est traité dans le cadre de cette disposition. Dans l'exercice de ces fonctions, des actes qu'il aurait pu être amené à commettre. Mais ce qu'on leur demande, c'est de pouvoir effectivement régler ces problèmes-là par un meilleur comportement dans l'exercice de leurs fonctions. C'est ce qu'on leur demande. Et c'est pour ça que je dis, il est même plus fort pour un homme de ce niveau de demander pardon pour ce qu'il aurait pu faire, parce que le peuple est toujours prêt à pardonner. Le peuple est toujours prêt à pardonner. Parce qu'on reconnaît que dans l'exercice de la fonction, les choses n'ont jamais été faciles, n'est-ce pas? Et qu'il parte en paix, n'est-ce pas? Mais qu'on sache qu'au moins il l'aura fait. Mais s'il faut aller avec une disposition constitutionnelle pour essayer de préserver, oui, d'accord, mais dans sa tête, il aura toujours ce poids. Or, il faut pouvoir se délester de cela. Et nombre d'hommes politiques l'ont fait. Nombre d'hommes politiques l'ont fait pour demander pardon à leur peuple. Et c'est ce que je demande. Michel Philippe, on va peut-être faire un dernier tour de table, puisque l'émission le temps qui nous est imparti arrive quasiment à son terme. Peut-être évoquer le point relatif à la nomination de sénateurs, puisque ça aussi, ça a été diversement interprété, Michel Philippe. Donc, on estime qu'il serait malvenu que le président de la République, puisse nommer une partie des sénateurs. Non, mais le problème sur ce point, vraiment, je pense que n'est pas, à mon avis, essentiel.
Parce que nous avons de très grandes démocraties où les sénateurs sont nommés. Au Canada, les 105 sénateurs canadiens sont nommés. En Côte d'Ivoire et dans d'autres pays africains, tout dépend du ratio, de la proportion des sénateurs qui sont nommés par le chef de l'État. Et pour ce qui concerne cette révision de la Constitution, la préoccupation ici de l'exécutif était de permettre au chef de l'État et à son successeur de pouvoir introduire au sein du Sénat d'autres sensibilités, des sensibilités autres que politiques. Vous savez bien qu'au jour d'aujourd'hui, par le jeu de la majorité, le jeu politique stricto sensu, on a beaucoup de minorités qui ne peuvent pas accéder justement à ces postes-là. Nous avons les minorités sexuelles comme les femmes, nous avons les minorités sociales qui sont comme des minorités ethniques, nous avons également des militants très actifs dans les domaines, par exemple, de l'environnement, des questions de société. De la communauté LGBT. C'est les compatriotes, écoutez, moi, je cite les minorités, tout est permis. C'est donc dans cet esprit-là. Oui. Parce qu'il ne sert à rien. Parlons de notre président de la République actuelle. Est-ce qu'il a vraiment besoin de nommer une partie ou le tiers des sénateurs pour disposer de la majorité? La préoccupation ici, elle est haute. C'est pour enrichir un peu le débat au niveau de notre représentation nationale. Permettre à ces sensibilités-là de pouvoir s'exprimer. Je crois que c'est ça. Paul Marigodio, quel est votre point de vue sur cette question relative à la nomination de sénateurs par le président de la République? Bon, mais ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que déjà en 1996, à la mise en place du Sénat, une partie des sénateurs étaient nommés. Le président du Sénat de l'époque, de 1996, le feu Georges Ahuri, avait été nommé pour être au Sénat en 1996. Oui, il a été nommé par le chef de l'État. Donc, il y a une partie déjà des sénateurs qui avaient été nommés à cette époque-là. Donc, pour moi, il n'y a rien de nouveau à ce sujet-là. On ne va pas faire un grand débat sur cette question parce que, bon, ça ne change pas beaucoup le cours des choses. Mais la précision, par contre, la précision, c'est de savoir si ce sont des élus locaux qui sont nommés ou des personnes qui sont prises en dehors des collectivités locales. Parce qu'à l'époque, justement, c'était dans les collectivités locales qu'on les prenait. On prenait les élus locaux qu'on pouvait nommer. Et aujourd'hui, en fait, on devrait avoir cette précision. Est-ce que c'était en dehors du collège des élus locaux ou dans ce collège-là? Puisque vous avez la parole, quelle serait votre conclusion par rapport à l'émission, puisque nous sommes écoutez, moi, je vous ai remercié en début d'émission. Je remercie on va dire, mes contradicteurs, mais quoi, encore que c'est pas trop le mot que je voudrais employer, mais je préfère dire mes compatriotes. Merci Jonathan pour la discussion que nous avons pu avoir autour de vous. Sur la Constitution, sur l'initiative de M. Ali Bongo Ondimba de modifier la Constitution, pour moi, je pense que les choses sont en train de se clarifier. Et ce que tout le monde redoutait à l'époque est en train de venir à nous. La vacance de pouvoir qui doit être déclarée, la sortie de M. Ali Bongo qui doit être préparée. Je regrette simplement que la Constitution de la République gabonaise soit toujours utilisée pour régler des problèmes particuliers. Ça fait la 3e modification de la Constitution en l'espace de 9 ans, non de 10 ans, puisque la dernière était celle de décembre 2009, décembre 2010, janvier 2011, et ensuite 2018, après votre dialogue d'Angondje. Et maintenant, nous avons celle-là. Je pense que ça fait trop en l'espace de 10 ans. Ça prouve qu'il y a une forme d'instabilité dans l'exercice du pouvoir. Et il serait temps que nous puissions aller vers autre chose, donner plus de stabilité à nos institutions et à notre Constitution. Jonathan Tuntungom, votre conclusion? Ma conclusion sera axée sur la question de la nomination de certains sénateurs par le président de la République. Je pense que c'est une disposition très importante parce qu'elle permettra, si elle est adoptée au président, d'avoir des leviers lui permettant d'assurer, disons, de maintenir certains équilibres sociaux au niveau
du pays. Je veux dire que la mise à jour de certaines minorités visibles, notamment, par exemple, les minorités qui n'ont pas la possibilité d'être élues, comme l'a dit Michel Filimzé. Par exemple, le président de la République peut faire en sorte que ces minorités-là soient finalement visibles au niveau du Parlement, notamment au niveau du Sénat. Et cette idée n'est pas nouvelle parce que Michel se souviendra que cette idée avait déjà été évoquée lors du dialogue d'Agonje, mais qui n'avait pas prospéré en son temps. Le dialogue d'Agonje voulait donner déjà la possibilité au président de la République de nommer un certain nombre de parlementaires, notamment un certain nombre de sénateurs, ce qui pourrait permettre par exemple à la communauté des personnes handicapées d'être représentée, puisqu'elle est déjà représentée au niveau du Conseil économique et social, qu'on permette aussi aux handicapés d'être présents au Sénat par la nomination, l'effet de nomination du président de la République. Un certain nombre de communautés, la société civile, il n'y a pas que les acteurs politiques qui animent la vie d'une nation, il y a aussi ce qu'on appelle des corps intermédiaires et je pense qu'à partir de cette disposition permettant au chef de l'État de nommer certains sénateurs, eh bien, le président pourrait aller puiser dans ces corps intermédiaires. Sinon, il y a quel intérêt à ce qu'on nomme encore des PDG qui ont déjà quasiment la totalité des élus? Michel Filimzé. J'ai tout à fait cela. Je pense que, et pour répondre, dénoncer un peu, sans pour autant préjuger de la réponse que donnera l'Assemblée nationale, je pense que, comme l'a souligné M. Ngonjou, sur la question de savoir s'il faudrait prendre dans le collège des conseillers locaux et conseillers départementaux, conseillers municipaux et conseillers départementaux, je pense que je serais personnellement d'avis que le chef de l'État aille au-delà de ce corpus-là, pour puiser dans la société civile, pour donner donc à cette représentation qu'est le Sénat une ouverture beaucoup plus grande sur les réalités du pays, n'est-ce pas? Cela dit, en guise de conclusion, je dirais que, contrairement à M. Ngonjou, il n'y a pas urgence du côté de M. Ali Bongo Ondimba, il se porte bien, et que ce qu'il attendait risque d'être une grosse déception. Et qu'en l'occurrence, comme je le disais au début de mon propos, il y a une question d'opportunité à régler un certain nombre de choses qui correspondent à des problèmes que nous avons connus en 2018. Et comme dit la loi, une fois que la Cour s'est prononcée de manière jurisprudentielle, il faut que le constituant statue sur cette décision, s'il faut l'intégrer dans la Constitution ou pas. C'est d'abord là la première préoccupation, la première raison de cette modification de la Constitution. Ce n'est pas parce que le président Ali Bongo Ondimba s'apprête à dire ses adieux au pouvoir. C'est peut-être un peu le souhait de certains de nos amis, mais je crois que ça risque n'être qu'un vœu pieux. Parce que ce n'est pas le cas. Le chef de l'État se porte bien. Merci Michel Filimzé pour votre conclusion. Merci donc à tous les trois. Paul-Marie Ngonjou, je rappelle que vous êtes membre de l'Union nationale, un parti politique ancré dans l'opposition dite radicale au Gabon. Merci d'être passé sur le plateau de Télé Africa. Merci à Jonathan Totumgom, enseignant de l'Université Omar Bongo, universitaire. Merci au secrétaire national du Parti démocratique gabonais chargé des arguments et de la riposte, Michel Filimzé. Merci de nous avoir regardés. Bonne suite des programmes sur Télé Africa.